continuer à souffrir n'est pas quelque chose qui est profondément utile, mais à condition que si on prend quelque chose pour faire taire la douleur, ça n'anesthésie pas la réflexion. C'est-à-dire la question de se dire, mais pourquoi ça fait plusieurs fois que j'ai mal à la tête ? Qu'est-ce qu'il y a derrière mon mal de dos ? Est-ce que j'ai pas quelques comportements de vie à faire évoluer ? Est-ce que j'ai pas quelque chose à intégrer, à comprendre ? Ces moments où nous rencontrons la souffrance dans nos corps, eh bien, elle s'inscrit à une période particulière dans notre vie. Elle arrive jamais par hasard à tel ou tel moment. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour À Votre Santé, bonjour, bienvenue et nous allons élargir le regard ce matin avec mon invité, c'est un pilier de l'émission. Bonjour Michel Odoul. Bonjour Philippe. Vous êtes le fondateur de l'Institut français de Shiatsu et votre livre « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi » fête cette année ses 30 ans. C'est ce qu'on appelle un long seller, un véritable phénomène dans l'édition. Il a traversé déjà 3 générations. Comment est-ce que le titre s'est imposé à vous ? Il s'est imposé à moi, pas d'un seul coup, comme ça, c'est-à-dire je cherchais à l'époque, surtout à l'époque il y a 30 ans, déjà écrire un tel ouvrage était un sacré pari, c'était quelque chose qui était issu de ma consultation. Il y a un peu plus, sur la première version, il y a un peu plus de 6000 consultations derrière, donc il y a eu beaucoup de réflexions de poser. Et effectivement, se poser la question du titre, parce que la précaution d'écriture que j'avais prise, c'est que je ne voulais pas faire un livre de recettes. Je voulais faire un livre qui ouvre la porte au sens et à la réflexion, mais absolument pas à une systématique qui vous dise si tu as mal au pied, ça veut dire ça et ça et ça. Et donc il y a eu un vrai travail de réflexion là-dessus. Alors comment nommer ce livre ? Je me posais la question, et je tournais autour, et un jour, par hasard bien entendu, je tombe sur un écrit de quelqu'un qui disait « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es, Monsieur Brillat-Savarin ». Et là je me suis dit « Mais voilà ». C'est ça la chose. Vous aviez la structure du titre. J'avais la structure du titre, ouais. Et à partir de ce moment-là, évidemment qu'est apparu tout de suite « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Alors pour commémorer cet anniversaire et l'événement, vous sortez... Alors je vous ai dit une édition collector, vous me dites non, c'est une édition spéciale. Oui, parce que collector, ce sont des séries, même chez Albin Michel, il y a une série collector sur d'autres ouvrages, etc. Et ce sont des ouvrages destinés à être réédités, ou etc. Tandis que là, c'est une édition spéciale, qui est une édition unique, qui ne sera pas rééditée, qui est dans un format unique, c'est-à-dire avec une couverture cartonnée, un titre en relief, une première partie, un avant-propos d'une 20aine de pages où je traite sur la question de la douleur, puisque s'il s'appelle « Dis-moi où tu as mal ». Ben oui, qu'est-ce que c'est la douleur ? Et est-ce que derrière chaque douleur qui parle du corps, n'y a-t-il pas une souffrance qui parle de l'être ? Et enfin, en 4e de couverture, il y a une enveloppe dans laquelle est plié un magnifique poster qui est offert aux acheteurs du livre. Bien, pour tous ceux qui cherchent une idée de cadeau de fête de fin d'année, ça peut être pas mal. L'édition spéciale du livre de Michel Odoul. Est-ce que ça a fonctionné tout de suite ? Est-ce que ça marchait tout de suite ? Parce que vous étiez un peu un ovni quand vous êtes arrivé. Oui, même plus qu'un peu. Mais c'est vrai que l'arrivée n'a pas été que accueillie à bras ouverts. Il y a eu quelques réactions par-ci, par-là. Mais... dire si ça marchait tout de suite, c'est difficile parce que quand je l'ai sorti il y a 30 ans, j'étais dans une plus petite maison d'édition qui s'appelait Dervy. Et qui était une filiale d'Albin Michel. Pas encore. À ce moment-là, pas encore. Hein. Et parce que mon premier ouvrage qui s'appelle L'harmonie des énergies, je l'avais sorti chez Dervy. Et donc, mais déjà, dans le cadre des ouvrages Dervy, c'est un livre qui a très bien et très vite démarré. Mais la vraie explosion, bien entendu, ça a été quand je suis passé chez Albin Michel, où là, ça a été un vrai... j'ai même été au palmarès de l'Express des meilleures ventes de l'année 2003, et etc., etc. Parce que à partir du moment, évidemment, où il y a une mise en place, qui est une mise en place nationale sur un ouvrage, il y a tout de suite une vitrine qui est là. Voilà, on ne le dira jamais assez. Pour ceux qui écrivent des livres, l'important, c'est la mise en place. Oui. C'est le nombre de piles de bouquins que vous avez dans les grandes surfaces, dans les FNAC, chez les distributeurs, dans les vendeurs de livres, dans les points relais. Voilà. Donc, et plus vous êtes visible, évidemment, plus vous vendez. Voilà.
Et donc pour ça, il faut s'en donner entre guillemets les moyens. Alors les grandes maisons d'édition, bien sûr, facilitent le travail, mais il faut s'y mettre aussi soi-même, si j'ose dire. Et donc j'ai contacté beaucoup de gens, j'ai fait des conférences, je suis allé dans des petites librairies, j'ai parlé du livre, j'ai un institut de formation en shiatsu, je transmettais ça à travers, etc. C'est-à-dire que j'ai de mon côté aussi continué, et pendant ces 30 ans, j'ai continué à porter cet ouvrage. Vous avez mouillé la chemise. Oui. Vous êtes traduit dans combien de langues ? Je sais pas, je dirais une vingtaine au moins, ou une trentaine. J'ai été absolument, d'ailleurs même stupéfait de me retrouver même traduit en Chine, en chinois, dans les deux, le chinois mandarin donc, et le chinois complexe, donc la Chine continentale, Taïwan, Hong Kong. C'est normal, vous faites référence à beaucoup au MTC. Oui, mais en général, c'est rare qu'ils prennent des auteurs occidentaux pour les faire revenir chez eux. Ah ouais ? Oui. Ah ouais. Ah oui. Sinon, je suis traduit en américain, la plupart des pays de l'Est, Ukraine et Russie, les deux. Confondus. Oui, confondus. Et puis pays d'Europe, Espagne, Italie, voilà. Alors c'est rare qu'on s'intéresse au succès d'un livre, hein, puisque c'est pas une émission, c'est une émission de santé qui parle de ça, mais c'est vrai que votre livre est ce qu'on appelle un long-seller, c'est-à-dire qu'il se vend régulièrement tous les ans, depuis 30 ans. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui. Hein, et ça veut dire qu'il répond à un vrai besoin. Le besoin, il est finalement particulièrement simple, c'est peut-être la réponse qui est un petit peu plus compliquée. Le besoin, il est, quand quelque chose m'arrive, j'ai envie de comprendre pourquoi. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe. J'ai envie d'essayer de trouver s'il y a un sens. Alors, il va y avoir deux stratégies. Là, vous parlez de vous ? Non, je parle de beaucoup de gens. Bon, aujourd'hui, les gens ont mal à la tête, ils prennent un Doliprane. Hein. Ils vont pas se demander pourquoi ils ont mal à la tête. Eh bien, soyez étonnés peut-être, mais quand vous voyez le nombre d'exemplaires de mon livre que j'ai vendu, et quand vous voyez le nombre d'exemplaires vendus, combien de lecteurs ça signifie, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils ont mal à la tête, aujourd'hui se posent la question, prennent un Doliprane. Ils ont raison d'ailleurs, de toute façon ça sert à rien de souffrir, le but n'est pas là, mais en revanche réfléchissent. Ils font ce que vous appelez anesthésier la douleur. Oui, c'est vrai. Ça, qui est le réflexe de notre société de consommation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a mal, on prend tout de suite l'anesthésion. Mais vous savez que le prochain problème de santé publique mondiale, qui est aussi un des prochains scandales, sans doute, je pense, sur le plan sanitaire, ce sont les antalgiques, et notamment les dérivés morphiniques. 200 000 morts aux États-Unis. Ça commence, ça commence. Il commence à y avoir des messages d'alerte. Et voilà. Et donc, si vous voulez, l'anesthésie, continuer à souffrir n'est pas quelque chose qui est profondément utile, mais à condition que si on prend quelque chose pour faire taire la douleur, ça n'anesthésie pas la réflexion. C'est-à-dire la question de se dire mais pourquoi ça fait plusieurs fois que j'ai mal à la tête ? Qu'est-ce qu'il y a derrière mon mal de dos ? Est-ce que j'ai pas quelques comportements de vie à faire évoluer ? Est-ce que j'ai pas quelque chose à intégrer, à comprendre ? Parce que ces moments où nous rencontrons la souffrance dans nos corps, eh bien, elle s'inscrit à une période particulière dans notre vie. Elle arrive jamais par hasard à tel ou tel moment. Et c'est là où il y a quelque chose qui devient un engrais formidable, qui est un engrais de croissance. On fait taire le symptôme, mais rarement la cause, on cherche rarement la cause, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Alors je vais vous poser une question à laquelle vous ne répondez pas du tout dans votre livre. Quelle est la douleur la plus insupportable que vous ayez jamais endurée ? Vous ? Personnellement ? Oui, vous. Je pense que ce sont des douleurs dentaires. C'est-à-dire que j'avais une trentaine d'années quand j'ai des dents de sagesse qui ont poussé. J'étais un petit peu en retard, peut-être sur ce registre-là. Et qui, non contents de pousser, ont trouvé leur place en poussant légèrement de travers. Et quand vous avez un âge déjà un peu avancé, que vous êtes sorti de l'enfance et de ces moments où quelque chose a encore la possibilité de se former, des dents de sagesse qui essayent de trouver leur place, qui vous déchirent les gencives, c'est particulièrement et intensément douloureux. Mais j'en ai compris aussi qu'est-ce que ça signifiait dans ma phase. Dans de sagesse, j'étais dans une phase effectivement où j'avais des choix fondamentaux de vie à faire, où il fallait que j'intègre que pour pouvoir continuer à avancer dans le chemin que je m'étais fixé, il allait falloir que je prenne la vie véritablement à pleines dents et jusqu'au bout. Et c'était quelque chose qui à l'époque ne m'était pas simple. Et donc il a fallu que je fasse ces choix de vie et que j'aille au bout de ça. Ça ne m'a pas empêché d'utiliser un certain nombre d'outils particuliers, des huiles essentielles, du clou de girofle, des choses comme ça, d'utiliser certains points d'acupuncture, mais c'est quand même particulièrement joyeux. Je crois d'ailleurs de toute façon les douleurs dentaires, les douleurs de coliques néphrétiques. C'est joyeux les douleurs dentaires. Oui, c'est très très joyeux. Ça...
Oui. Je crois qu'elles sont classées parmi les 3 premières douleurs les plus douloureuses, hein, puisqu'on parle de douleurs. Oui. Des douleurs avec les douleurs de dos, bien sûr. Oui, puis les douleurs de l'accouchement. Voilà. Mais surtout parce qu'avec les douleurs dentaires ou comme les douleurs dans une crise de colique néphrétique, ce sont des douleurs qui sont incessantes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un faux mouvement qui fait mal, il n'y a pas une position qui fait mal. C'est permanent, tout le temps. Et il y a un moment donné, au propre comme au figuré, ça vous prend totalement la tête. Que diriez-vous aujourd'hui de la façon dont notre société traite la douleur ? C'est une question compliquée, piège. Je crois qu'il faut intégrer profondément que il n'y a pas tout blanc, tout noir, il n'y a pas tout mal, tout bien. Je crois que la douleur, quand elle arrive à un certain seuil, elle doit absolument avoir une réponse, et notre société et la connaissance de notre médecine et de notre chimie a des réponses à donner à ça. La question, c'est pas celle-là. La question, c'est celle que j'aborde justement dans l'avant-propos de mon livre, quand je dis quels sont les seuils à partir desquels on va commencer à tenter d'anesthésier ce qui se manifeste, parce que ça risque de nous gêner dans nos petits quotidiens. Et c'est là où il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que nous sommes dans des sociétés, dans des mondes et dans des civilisations dans lesquelles nous croyons que le progrès, c'est la facilité et le confort. Et que par conséquent, de ce fait-là, lorsque de la douleur y apparaît, c'est un vécu qui est insupportable et qui ne doit pas être, qui n'a pas de lieu d'existence, voire même qui est la signature d'une faiblesse, d'une fragilité ou d'une chute. Et ça ne peut pas avoir de place dans nos mondes. Et à partir de ce moment-là, dès que la moindre douleur arrive, eh bien, ce que l'on recherche, ça n'est pas le pourquoi elle arrive, mais c'est comment la faire taire. Or, il faut quand même comprendre que le principe de la douleur dans un corps physique, c'est un signal d'alarme. C'est quelque chose qui, au plus profond de nous-mêmes, nous dit attention, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Il serait temps de s'en occuper, ou il serait temps de faire attention, ou il serait temps de ralentir les rythmes. Et qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons bien que dans nos mondes et dans nos sociétés, explose tout un tas de pathologies qui n'existaient pas. Il y a justement, on parle de 30 ans. Il y a 30 ans, oui. Voilà, Mais... qui n'existaient pas il y a 30 ans. Qui m'ont d'ailleurs obligé de réactualiser le contenu de l'ouvrage, parce qu'il y a des pathologies qui n'existaient pas. Les apnées du sommeil n'existaient pas à ce point-là. Les problématiques de thyroïde n'existaient pas à ce point-là. Les endométrioses. Les allergies, les maladies auto-immunes, elles existaient. Mais nous sommes arrivés à des seuils qui sont absolument inquiétants, interrogeants. Mais tout simplement parce qu'il y a peut-être à un moment donné, quand on prend une habitude d'aller faire taire ce que le corps exprime, il va être obligé d'aller chercher plus loin et de chercher quelque chose qui parle avec beaucoup plus d'intensité. Un peu comme un enfant qu'on fait taire à table. Petit à petit, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que quand il va commencer à arriver à l'expression, ça va devenir un cri qui va être très fort. Alors, peut-être que ces maladies existaient, mais qu'on ne savait pas les nommer. Si. Bien sûr que si. Évidemment que si. Vous savez, on connaissait le cancer il y a 3500 ans en Chine. Mais l'endométriose, elle a été niée pendant des années. Donc, oui, alors ça c'est autre chose. C'était les règles douloureuses, donc voilà, c'est normal. Donc on est passé à côté du... Il y a eu beaucoup de cas d'endométriose qui au début, mais comme pour la fibromyalgie ou un certain nombre de choses comme ça, qui ont été entre guillemets, si ce n'est méprisées, en tout cas... pas prises au sérieux. Pas prises au sérieux, on appelait ça des dysménorrhées. Mais après, il y a des signaux et il y a des critères qui font qu'on savait un petit peu ce genre de choses. En revanche, quand vous regardez les seuils, les questions de dysménorrhée, c'est une chose, mais dans l'endométriose, quand vous avez l'invasion d'un tissu qui n'a pas à y être dans des sphères particulières du corps, ça c'est quelque chose, ça devient vite indéniable. Et ce qui est interrogeant et problématique aujourd'hui, c'est la manière avec laquelle ça se développe à une vitesse absolument foudroyante. Et qui est la signature d'un mal de société. Parce que derrière l'endométriose, il y a quelque chose, et quand on apporte cette explication-là, ça ne nie en rien la réalité physiologique et la souffrance de la femme qui est touchée, mais il y a quelque chose qui est très très en prise avec le positionnement de la femme et l'image de la mère. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. C'est une question que vous êtes peut-être posée, c'est le titre du livre, alors événement, long-seller de Michel Odoul, qui fête ses 30 ans de succès. Long-seller, on appelle ça, plus de 800 000 ventes. Oui, toute édition confondue, oui, absolument. Oui. Vous allez arriver au million. Hein. Écoutez, vu comment les ventes continuent, et etc., je pense que oui. Moi, ça me touche toujours beaucoup. C'est-à-dire de se retrouver...
à avoir un jour pris une plume pour écrire quelque chose qui 30 ans après existe toujours et continue toujours à parler de la même façon. Alors oui, il y a eu un travail dans l'écriture pour rendre la chose universelle et intemporelle. La première version, je l'avais sortie, je faisais référence au Minitel, un certain nombre de choses comme ça dans l'introduction, et très vite je me suis dit, bon là ça va commencer à dater, il serait bien de changer ça. Sinon pour tout le reste, tout ce qui est la symbolique et la schématique, mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'un être humain si ce n'est quelque chose qui est intemporel et universel ? Genre, j'ai relu toutes les éditions, donc, et à chaque fois que je le lis, j'apprends quelque chose de nouveau, d'ailleurs, comme quoi on a des lectures qui sont différentes à chaque fois. Oui. Alors, un des points de départ à votre livre, c'est qu'il ne suffit pas de faire taire la douleur, mais qu'il convient d'en comprendre le sens. Alors, à quoi cela sert-il de comprendre le sens d'une douleur ? Il va y avoir 2 grands axes pour répondre à ça. Le premier des axes, c'est celui que tout le monde est capable d'entendre. C'est qu'a priori, une pathologie ou une douleur ou un comportement accidentogène, il émerge de nos modes de vie. Et que donc, dans nos modes de vie, de temps en temps, nous avons un peu tendance à tirer un peu trop sur la corde, à picoler un petit peu trop, à manger des choses qui ne sont pas obligatoirement les meilleures, etc. À trop travailler, à vouloir trop faire de sport, c'est-à-dire à avoir une espèce d'attitude vis-à-vis du corps que nous avons tous à un moment donné. C'est-à-dire que tant qu'il fonctionne et qu'il marche, on tire dessus. On n'en prend conscience finalement que quand il fait mal. Et que donc là, il y a une réalité biologico-physique qui est qu'il y a une sonnette d'alarme qui se tire, je suis obligé de ralentir, voire même je suis obligé de m'arrêter. La deuxième des dimensions, elle est un petit peu plus dans les champs du subtil, qui est associable à tout ce que j'explique à travers les fondamentaux de la médecine traditionnelle chinoise, mais qu'on peut aussi comprendre à travers les fondamentaux de la psychologie moderne. Eh bien, c'est que derrière le comportement accidentogène ou le comportement immunodéprimant qui a ouvert la porte à la maladie, j'ai peut-être aussi quelque chose à comprendre par rapport à moi, par rapport à ce que je suis, par rapport à la façon dont j'avance sur ce chemin de la vie. Et là, ce sont souvent des choses qui sont un petit peu plus compliquées, parce que j'ai mal au dos, il faut que je me repose, ça je comprends tout à fait. Mais j'ai mal au dos parce que je porte des poids qui ne m'appartiennent pas. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu plus compliqué à élaborer et à évoquer. Et si je suis, par exemple, quelqu'un qui a des parents qui sont malades ou qui souffrent, etc., et que je prends en charge une partie de ce qu'est leur souffrance, oui, bien sûr que je vais me mettre sur le dos une charge qui est une charge qui ne m'appartient pas, qu'il est sans doute nécessaire que je prenne en compte. Mais pour moi, il y a une nécessité fondamentale, c'est que je définisse le seuil jusqu'où je vais aller. Or là, nous sommes dans une relation qui est émotionnelle, qui est filiale, qui est etc., et qui fait qu'on va peut-être avoir du mal à vous positionner les bons repères. Et là, l'interpellation de mes ressentis physiques peut m'amener à ça. Et dans la douleur, il y a ce que vous appelez une partie psycho-émotionnelle. Bien sûr. Et elle est souvent, c'est même troublant, vous savez, le nombre de fois, et je pense que tous les praticiens ou les thérapeutes qui m'écoutent ont tous vécu un peu cette chose-là. Vous avez un jour quelqu'un qui vous téléphone pour un rendez-vous, qui a mal au dos, qui a une souffrance, etc. Vous lui donnez un rendez-vous, quand il raccroche, ça commence à aller mieux. Tout simplement parce que la détente neurologique, musculaire, qui émerge après le fait de se sentir entendu et de savoir qu'il y aura sans doute une solution, fait qu'une partie de ce que nous sommes se relâche. Or, il faut savoir que quand nous avons mal, notre corps se tend. Et que cette tension qui est censée quelque part protéger à un moment donné, devient celle qui entretient le phénomène douloureux, voire l'aggrave. Mais comment vous situez l'effet placebo par rapport à ça ? Il est au milieu de tout ça, il est là en permanence, l'effet placebo. L'effet placebo, il va se situer dans le fait que, vous savez, c'est toucher mes écrouelles, Seigneur. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez en présence de quelqu'un que vous piédestalisez et dont vous avez une attente qui est une attente incroyable, ça va faciliter les choses. Mais en même temps, c'est valable pour toutes les personnes et tous les individus. Et je pense que si j'avais un rêve, si j'avais un fantasme à avoir un jour, c'est de devenir un spécialiste du placebo. Parce que c'est ce qui, à la différence du soin, est capable de guérir. Mais dans la douleur, c'est donc l'inverse qui fonctionne, c'est l'effet nocebo. Alors, l'effet nocebo, c'est dans l'attitude que l'on va avoir, qui est une attitude dans laquelle on va prêcher le pire, on va mettre en place toutes les notions du risque, et nous sommes dans des sociétés d'effet nocebo. Regardez, nous en sommes arrivés à un point tel qui fait que maintenant on dit ça risque de marcher.
C'est-à-dire nous sommes dans une culture du risque qui est Oula, terrible. Ça risque de marcher, c'est pas une belle phrase, ça. Et oui, mais pourtant c'est ce que vous entendez sans arrêt. Mmh. Ça risque de réussir, ça risque d'aller mieux. Et donc il y a. Alors, vous savez pas si vous devez donc intégrer la notion de risque ou la notion d'aller mieux. Oui, mais vous savez, je ne sais plus qui disait que la vie était un risque à prendre. Oh, ça doit être Churchill ou quelqu'un comme ça. Peut-être, mais en tout cas, si vous voulez, dans le principe et dans le phénomène de vie, il y a en permanence le jeu vie-mort. Et qu'à partir du moment, de toute façon, où vous êtes dans l'hypersécurisation de tout, vous ne vivez plus. Vous survivez éventuellement. Notre corps nous parle en permanence, mais nous ne l'entendons pas, nous ne l'écoutons pas. Pourquoi est-ce que nous sommes à ce point sourds aux messages qu'il nous envoie ? Tout simplement parce que ceci implique des nécessités à des changements. Or, nous sommes des êtres d'habitude, nous sommes des êtres insécures que les habitudes rassurent. Mais ça, c'est parce que vous êtes arrivé à un certain niveau de compréhension. La plupart des gens, encore une fois, quand ils ont mal, oui. Ils se disent pas qu'est-ce qu'il faut que je change dans ma vie. Bien sûr. Ça arrive quand on a pris un certain niveau de... Ou quand on a pris un certain nombre de claques. Parce qu'il y a un moment donné, si vous voulez, l'intensité de la douleur ou les épreuves. Vous savez, vous n'imaginez pas le nombre de personnes que j'ai reçues ou avec qui j'ai travaillé, même certaines qui avaient fini dans un fauteuil roulant, et qui vous disent, ou qui sont allongées sur un lit d'hôpital, finalement, j'ai pas trouvé d'autre moyen de m'arrêter. Et que donc il y a derrière ça, vous savez, une confiance fondamentale à avoir en quelque chose qui est au fond de nous et qui sait ça. Il faut juste qu'on s'arrête un peu, qu'on arrête de faire du bruit, qu'on arrête de s'agiter, et que juste on se pose 2 minutes, qu'on s'interroge un tout petit peu. Beaucoup de gens le font naturellement, vous savez, et il y a des âges clés pour ça, j'ai même écrit un livre là-dessus. Et car la quarantaine, le nombre de personnes qui s'interrogent sur leur vie, sur ce qu'ils ont fait de leur vie, le pourquoi tout ça, et qui, même pour certains, arrêtent tout, changent tout, balancent tout. C'est intéressant de discuter de ça avec des gens qui ont fait ce qu'on appelle des EMI ou des NDE, c'est-à-dire des gens qui ont été des morts cliniques, où là on est sur le cas extrême. Tous, quand ils reviennent, ils vous disent tous la même chose. Et ils changent tous, d'ailleurs, fondamentalement et radicalement leur vie. Parce qu'à un moment donné, quelque chose nous réveille. Alors nous sommes construits dans le culte du moi et dans la course à l'échalote. Donc nous sommes non plus des citoyens, mais nous sommes des consommateurs. Nous nous agitons, nous courons, nous nous approprions les choses. Finalement, nous ne nous rendons pas compte que nous nous faisons posséder par elles petit à petit. Et puis un jour, à un moment donné, il y a un événement qui arrive, qui arrête cette course-là. Et s'il n'est pas suffisant, eh bien, il y en a un second un petit peu plus fort qui va arriver et qui, lui, va arrêter la course. Alors, il vaut mieux essayer de le faire avant que ce soit trop tard. Quelles sont les clés, donc, pour décoder la douleur ? Bon, la première des choses, avant même le décodage, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi ça m'arrive maintenant ? Parce qu'il y a toujours un peu des signes avant-coureurs. Il y a toujours un peu des petits clins d'œil qui sont arrivés. Oui, mais comme on les a pas écoutés, de toute façon, voilà, on les a mis sur le tapis. Ouais. Quand on tombe et qu'on se fait vraiment mal, et qu'on se pose juste un peu la question, ben ceux-là, ils vont nous revenir à l'esprit. Et là, on va se dire, oui, mais c'est vrai. Marc, c'est vrai que... Et j'ai même des gens qui m'ont dit, mais moi, je savais qu'il fallait pas que je monte sur l'échelle. Au moment où j'ai posé l'échelle et j'ai commencé à monter dessus, je me suis dit, mais non, mais... voilà. Et donc, si vous voulez... Alors, attendez, oui. Là, ça peut nous amener à parler d'un autre sujet que vous aimez aborder, c'est celui des actes manqués. Oui, des actes manqués réussis. Vous savez, que ce soit Freud Parce ou... que si vous montez sur l'échelle en disant « Oh là là, faut pas que je monte sur l'échelle », bien sûr. Et que vous vous cassez la figure, bon, finalement, vous avez réussi ce que vous vouliez. Mais c'est ce qui est derrière la plupart des comportements accidentogènes. C'est un acte manqué, c'est une mise en scène particulière qui conduit à l'acte manqué réussi, c'est-à-dire le moment où Jung disait à tout moment l'inconscient, et Freud le disait aussi d'ailleurs, mais dans une formulation différente, mais il disait à tout moment l'inconscient peut prendre le pas sur le conscient pour conduire l'être à la métamorphose. C'est-à-dire que quelque chose au fond de nous va nous bousculer pour que nous allions vraiment vers l'épreuve. Et combien de fois, mais qui peut dire, mais quand je réfléchis comment j'ai rencontré ce gars-là ou cette femme-là, comment j'ai eu ce job, comment j'ai rencontré cette personne-là, comment cette situation est arrivée, et qu'on va se rendre compte que tout un tas d'éléments nous y ont conduit parce que quelque chose au fond de nous savait que c'était par là qu'il y avait quelque chose à aller vivre et à comprendre. Alors comment est-ce qu'on identifie les vraies causes d'une maladie, d'une douleur
Je ne crois pas que quelqu'un puisse vous dire un jour qu'il y a une vraie recette. Je crois que la première chose, simplement, c'est d'être un peu à l'écoute. Nous avions dans nos anciennes cultures des moments de silence, des moments de recueillement, des moments de réflexion, des moments de méditation, etc., etc. En tout cas, tout un tas de moments et tout un tas de phases dans lesquelles, parce que du silence existait, c'est Chopra qui dit qu'il y a entre deux synapses nerveux, toute proportion gardée, la même distance qu'entre deux planètes dans notre univers. Et que de ce que nous mettons dans ce vide-là dépend l'état de santé et l'état de maladie. Le silence n'est pas le vide ou l'absence ou le néant. Le silence est un espace dans lequel quelque chose peut s'inscrire et peut s'exprimer. Or, nous sommes dans des sociétés de bruit. Nous nous levons le matin, c'est le radio-réveil. Nous montons dans la voiture, c'est l'autoradio. Nous sommes dans des quotidiens, et notamment dans les milieux urbains, qui sont des zones de bruit permanentes. À aucun moment, il ne peut y avoir des phases et des espaces dans lesquels de la réflexion puisse émerger. Et parfois, quand ça arrive, parce que nous sommes quelque part, nous sommes arrivés en avance, nous avons à attendre, etc. Et bien à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Nous prenons le téléphone portable et nous commençons à aller chercher sur Internet et nous commençons à aller surfer sur le truc. C'est-à-dire, nulle part, il y a une place pour que quelque chose au fond de nous puisse s'exprimer. Moi, quand je suis en avance, je m'assois et je regarde autour de moi. Ben oui, j'observe. Alors là, je veux dire, je suis à la fête. Et ça, c'est un espace qui est un espace magique, parce que celui-là, il va faire que dans votre observation, vous allez remarquer des choses dont vous avez besoin. Ça, j'ai jamais fait attention à ça. Oui, vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui m'ont dit ou qui m'ont écrit, écoutez, vous savez, je passais par hasard dans une librairie, mon sac a accroché une pile de livres, il y en a un qui est tombé, et c'était le vôtre. C'est-à-dire que il y a là une espèce Coelho appelle ça le langage du monde. Il y a une espèce de capacité au fond de nous qui émerge sans doute du non-conscient, de l'inconscient, et qui va chercher dans l'inconscient collectif les informations dont on a besoin. Mais pour ça, il faut que ça puisse avoir voix au chapitre. Et c'est pour ça que parfois ça s'exprime par le rêve. Et c'est pour ça que parfois ça s'exprime par l'acte manqué réussi. Parce que ce soit Freud, Jung, ou etc., il disait, mais c'est le mot employé à mauvais escient qui est celui qui est signifiant au contraire. Et qui nous échappe. Et qui nous échappe. Enfin, qui échappe au conscient, au moi. Oui, voilà. Mais en général, quand quelqu'un dit non, ma langue a fourché ou c'est pas ce que je voulais dire, vous pouvez être sûr que c'est exactement ce qu'il pensait. Soyez tranquille, oui. Oui. Non, c'est mort ça. Alors, mais ça c'est. Alors ça, je veux dire, si quelqu'un dit non, c'est pas ce que je. Ok, merci. Oui, voilà, bien reçu. Spécial dédicace. Voilà. Avec Michel Odoul qui est avec nous ce matin à l'occasion du 30e anniversaire de Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, avec une édition spéciale qui vient de sortir chez Albin Michel. La question que tout le monde se pose, Michel, est-ce que vous avez réussi à vivre votre légende personnelle ? Je serais malvenu de dire non. Alors, elle est le résultat de toute une histoire, elle est le résultat de tout un chemin et un parcours. C'est-à-dire que la légende personnelle, c'est pas quelque chose de magique qui vous arrive comme ça. Ce sont des carrefours où vous avez peut-être pris la direction qui était celle justement dont vous aviez besoin. Vous savez, moi je suis le fils d'un garde forestier, donc j'ai grandi dans les bois. J'ai pu commencer à rencontrer la nature de cette façon-là. J'ai fait subdeco, j'étais cadre et j'ai choisi un virage à un moment donné. Oui, c'est pour ça que je vous dis que finalement, à un moment donné, vous avez quitté l'autoroute. Il faut choisir, bien sûr, mais c'est un choix. Mais vous avez été obligé de choisir, donc à un moment donné, est-ce que vous avez été à l'arrêt parce que la vie avait décidé de vous mettre à l'arrêt, ou c'est vous qui aviez choisi de sortir de l'autoroute ? C'est choisi, c'est-à-dire que j'avais un métier, j'avais une reconnaissance sociale, j'avais un très bon salaire, j'avais une belle voiture, j'avais un certain nombre de choses comme ça. Et puis, je voyais bien que ça n'était pas ce qui satisfaisait ma vie, que ça n'était pas du tout ce quelque chose dans lequel j'avais envie, moi, de me réaliser. Et bien sûr que la direction et le destin, il était un peu trouble, etc. Parce que à l'époque, s'intéresser aux philosophies orientales, s'intéresser au shiatsu, aux manières de soigner particulières, c'était quand même un peu space. Et shiatsu, il y a 40 ans, c'était un gros mot. C'était quelque chose que personne ne connaissait. Shiatsu.
C'est ça. Et petit à petit, quand même, c'est quelque chose qui s'est imposé à moi dans l'idée que j'y pensais de plus en plus, ça prenait de plus en plus de place, je m'y intéressais, je commençais à pratiquer un petit peu, je suivais des cours, je pratiquais en même temps l'aïkido, etc., etc. Et il y a un jour, oui, où j'ai décidé de tout arrêter, d'aller au bout de mon bon choix de vie. Alors ça, c'est pas fait tout seul. Parce que vous le faites, vous avez peur au ventre. Parce que vous avez autour de vous tout un monde. Encore que moi, j'ai eu la chance d'avoir un environnement familial, que ce soit mon épouse ou toute ma famille, qui m'ont tous toujours dit, si c'est ton choix de vie et que c'est ce que tu as envie de faire, vas-y. Donc ça, c'est quelque chose qui est une chance et une force. En tout cas, l'absence d'un frein éventuel. Et puis, après, se sont imposées les réalités économiques, parce que vous investissez pas comme ça dans une fonction et dans une prétention à prendre des gens en souffrance, sans être quelqu'un qui est digne de ça et qui n'est pas un imposteur. Donc, il fallait se former. Mais se former, ça prend du temps. Et voilà. Et donc là, j'ai eu, entre guillemets, le hasard a fait que c'était l'époque où il y avait un grand succès avec un film qui s'appelait La Guerre des Étoiles, et n'existait pas le jouet, l'épée, les lunettes laser. Et un matin, le hasard fait que, conduisant mon épouse à son travail, on se fait arrêter par des policiers qui ont leur petite torche lumineuse à la main, parce que c'était la nuit au mois d'octobre. Et là, j'ai eu le flash, j'ai dit, ça y est, je sais ce que je vais faire. Je suis rentré chez moi, j'ai cassé le livret de caisse d'épargne, j'ai fait les plans, j'ai contacté, alors c'était l'époque des Minitel, j'ai contacté des fabricants, etc. Et en 3 semaines, j'ai sorti un sabre lumineux que je suis allé vendre en porte-à-porte avec ma voiture dans les magasins de jouets de Paris. Et ça a été un succès phénoménal. Et ce succès phénoménal a fait que j'ai pu financer 3 ans de formation intense qui m'ont permis ensuite de prétendre aller à la rencontre des gens en souffrance. Et c'est cette rencontre avec les gens en souffrance qui m'a permis de terminer ma croissance, entre guillemets, c'est-à-dire qui m'a conduit jusqu'à l'écriture de ce livre. Comme quoi, Star Wars oui. A permis à Michel Odoul de fêter les 30 ans d'anniversaire de son best-seller. Avant Georges Lucas. Bien. Ça, je la garderai, celle-là. Oui. Pourquoi le timide rougit du visage ? Vous savez, c'est une des clés de compréhension. Parce que quand on prend « dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi », on va dire « oh là là, et voilà, il nous fait des injonctions, on est dans la pensée magique, etc. etc. » Et j'utilise cette image pour montrer comment, au contraire, il n'y a rien de magique là-dedans et que la biologie démontre ça. Et je prends l'exemple, effectivement, d'une personne qui est timide. Une personne qui est timide, vous la mettez en présence de quelqu'un qui l'impressionne, elle va se mettre à rougir. Donc, qu'est-ce que c'est que ce rougissement ? C'est une dilatation des vaisseaux capillaires qui est liée à la présence d'un certain nombre d'hormones, adrénaline, noradrénaline, etc., qui produisent cet effet de rougissement. Donc là, on voit déjà une première chose, c'est qu'une émotion, elle va avoir un effet sur le physique à travers le système nerveux neurovégétatif et les glandes endocrines, qui fait que je ressens l'émotion, je vais me mettre à rougir. Mais ça va beaucoup plus loin, parce qu'on y voit là l'intelligence même du corps. Parce que l'adrénaline qui a été sécrétée et la noradrénaline qui ont été sécrétées, elles sont présentes dans tout le sang. Or, la seule partie du corps qui rougit, c'est le visage. C'est pour ça que je vous posais la question. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? La noradrénaline, c'est ce qu'on appelle un électeur de lieu, c'est-à-dire ce qui détermine à quel endroit l'adrénaline va aller agir. Et là, quelque chose décide au fond de nous que le seul endroit où elle va agir, c'est le visage. Or, le visage représente quoi ? Il représente l'identité. C'est d'ailleurs ce que l'on met sur les papiers d'identité. Or, de quoi souffre le timide, si ce n'est d'une fragilité sur l'identité ? Notre corps parle avec une précision et une intelligence absolument stupéfiante. Et d'ailleurs, pour rester Michel Odoul sur l'effet miroir, enfin sur le visage, vous avez mis longtemps à accepter l'effet miroir. Pourquoi ? Oui, parce que... vous dites oui, mais il faut expliquer pourquoi. L'effet miroir, vous savez, c'est cette notion que Jung a étudiée aussi, appelée sous le phénomène de la projection. Et ensuite, ça a été une de ses élèves qui s'appelle Marie-Lise von Franz qui a continué à travailler là-dessus. Et Jung disait, nous voyons dans l'autre les 1000 facettes de nous-mêmes. L'effet miroir, c'est quelque chose qui est issu des philosophies extrême-orientales et qui dit globalement, voilà, si vous rencontrez quelqu'un d'extraordinaire, de magnifique, etc., ça veut dire sans doute que ça vous parle d'un pan de vous-même dans lequel peut-être vous n'avez pas suffisamment confiance. Donc ça, moi, avec cette vision-là de l'effet miroir, j'étais plutôt d'accord. Le problème, c'est qu'il y a un corollaire à ça. Et que ce corollaire, il dit que, mais si vous rencontrez
comme on dit en langage psychologique, des gens qui vous interpellent dans votre vécu, c'est-à-dire des imbéciles en fait, pour pas dire pire. Ça parle aussi de vous et de pans de vous-même que vous refusez de voir. Et là, j'étais pas du tout. Non, faut être plus précis, parce que souvent on voit chez les autres certains défauts avec lesquels on n'est pas tout à fait aligné. Bah non. Mais qui parlent de nous. Pourtant de nous. Voilà, qui parlent de nous. Et quand ça se répète et que c'est quelque chose de fréquent, vous rencontrez souvent des imbéciles, ça devient insupportable. Et donc, moi, je n'acceptais pas du tout ça. D'autant plus que, par exemple, j'avais un certain nombre d'attitudes et de comportements dans la vie et dans le quotidien. Et un jour, j'ai vécu une expérience qui m'a ramené sur Terre. J'avais l'habitude, parce que je doutais un petit peu de moi, etc. J'étais beaucoup plus jeune à l'époque. Et je démontrais que j'étais fort au volant de ma voiture. Donc je rentrais dans les carrefours comme un malade au volant de ma voiture. Et puis, bien sûr, il n'y avait pas un seul carrefour où j'avais pas une altercation avec quelqu'un. Eh bien, tenez-vous bien, à l'époque, j'étais intimement persuadé que les gens conduisaient mal et étaient agressifs au volant. Jusqu'au jour où, une nouvelle fois, je suis rentré dans un carrefour. J'ai forcé le passage à une voiture, et puis je l'ai traité de tous les noms divers et variés que je pouvais connaître, et je passe le carrefour, sauf que juste après le carrefour, il y avait un embouteillage. Et donc je suis là bloqué au volant de ma voiture et je vois arriver sur le côté droit l'aile avant gauche de la voiture à laquelle je venais de faire ma crasse. Et je ne sais pas qui encore est au volant. Et j'avais appris à l'époque que la meilleure des défenses c'était l'attaque. Donc avant même de voir qui est au volant, je baisse ma vitre et je me remets à agonir l'autre d'insultes. Et j'avais un vocabulaire assez vaste à ce sujet-là. Sauf qu'arrive le moment où je suis obligé de voir qui est au volant. Et je découvre à ce moment-là une femme d'une 40aine d'années qui me regarde et qui me sourit. Donc là, il y avait quelque chose déjà qui ne fonctionnait pas vraiment pour moi. Là, j'étais pas très très à l'aise. Et qui, non content de me sourire, baisse sa vitre et me dit « Excusez-moi, je ne vous avais pas vu venir. » Trop fort. Et là, c'est moi qui me comporte comme un goujat. C'est moi qui la maltraite et qui l'insulte. Et c'est elle qui s'excuse. Je suis sorti de ce carrefour en ayant pris 2 claques gigantesques. Une première d'ailleurs où j'ai découvert que pour se battre dans la vie, il fallait être 2. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, la deuxième des leçons, c'est que j'ai tellement été ridicule dans ce carrefour que je ne suis plus jamais rentré de la même façon dans les carrefours. Eh bien, tenez-vous, depuis, les gens conduisent bien, ils sont plus agressifs au volant. Parce qu'en fait, ça n'était que mon attitude et mon comportement qui interpellaient chez eux le pan que je leur reprochais. Aucune douleur physique, écrivez-vous, n'existe sans son pendant raciniel psychique qui, elle, s'appelle la souffrance. Quelle différence faites-vous entre la souffrance et la douleur ? Si on veut être simplifiant et le faire à la serpe, la douleur est un fait du corps, alors que la souffrance est un fait de l'être. La douleur parle de quelque chose de physiologique, la souffrance parle de quelque chose de psychique. On a une blessure sur le corps, on ressent une douleur. On a une blessure sur l'âme, on ressent une souffrance. Mais ça veut dire que la douleur ne peut pas être psychique. Elle est souffrance. Donc c'est pas de la douleur. C'est-à-dire que c'est la composante psychique de la douleur. La souffrance est une douleur, la douleur est une souffrance. Parce que quand vous avez mal quelque part, vous souffrez. Mais c'est ce qui se nomme sur le plan physique la douleur. Je me suis fait une entorse à une cheville, je ressens une douleur. Je ne peux pas directement parler du fait que je ressens une souffrance. En revanche, quelqu'un me trahit, je ressens une vraie souffrance. En revanche, je suis confronté à la perte d'un être cher, je ressens une vraie souffrance. Mais cette souffrance, à un moment donné, elle va se traduire dans la réalité physique. Je parle par exemple là de la perte d'un être cher. Ben, ça peut générer ce qu'on appelle le Takotsubo, c'est-à-dire le syndrome du cœur brisé. Quelqu'un qui est profondément touché par la perte d'un être cher, il va avoir réellement des fibres du muscle cardiaque qui vont se déchirer. Ce serait de plus en plus courant, d'ailleurs. Bien sûr. Alors là, c'est pareil. Est-ce que c'est de plus en plus courant parce qu'on sait que ça existe ou C'est de plus en plus courant parce que nous sommes dans des sociétés hystériques. Regardez, il arrive quoi que ce soit, on fait une marche, on fait un défilé, on fait une commission psychologique, on fait etc., etc. On a une incapacité à tout est mis au même niveau, tout est mis à la même hauteur. Et donc, lorsque l'on perd un être cher, c'est une vraie blessure et une vraie souffrance. Mais nous avons tellement perdu l'habitude, parce qu'il faut être dans un consensus mou et ne pas faire de vagues, d'exprimer la réalité de ce que l'on ressent.
qu'il faut que ça se fasse à travers le corps. Il y a une grande sensibilité. Mais cette sensibilité, on la voit partout, mais on la voit même dans le pire et dans le meilleur. On la voit dans le meilleur parce qu'il y a une espèce d'humanité qui existe quand même, que vous voyez que chaque fois qu'il y a des vrais problèmes, vous avez une solidarité fondamentale qui se met en place. Et quelle que soit la direction dans laquelle ça se passe. Mais à l'inverse, on voit aujourd'hui des gens qui se tuent à coups de couteau pour une place de parking. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il n'y a plus de véritable distance par rapport à l'événement et que même une toute petite étincelle génère un incendie. Une notion était importante pour vous de diffuser, c'est la question de la latéralité. Pourquoi est-ce que c'était un élément de compréhension fondamental ? Parce que tout être humain, il a dans sa vie 2 référentiels fondamentaux majeurs, que Jung avait appelé l'anima ou l'animus, qu'on peut appeler dans ce qui s'appelle le quotidien des individus, le féminin, le masculin, et qui ne sont que la résultante des images projetées, engrangées pendant l'enfance, du père et de la mère. Et que la latéralité, elle nous permet d'identifier quelle était la zone de fragilité dans laquelle nous avions été touchés. Est-ce que c'était quelque chose qui touchait à notre dimension et à cette symbolique maternelle, par exemple, qui est celle qui nous amène la douceur, la tendresse, les émotions, etc. Ou est-ce que c'est la dimension du père, celle dans le rapport à l'action, le besoin d'agir, le besoin de maîtrise des choses, etc. Et c'est quelque chose de fondamental, parce que malheureusement, d'abord quand j'ai sorti « Dis-moi où tu as mal » il y a une 30aine d'années, il était beaucoup plus courant d'inverser les latéralités. Parce qu'on parlait des champs psychiques qui avaient été amenés par les études sur la psychologie. Sauf que là, moi j'évoquais les choses qui étaient dans le lien au physique. Et que si c'est dans le bras droit que j'ai mal, ça va plutôt parler de quelque chose de féminin. Et si c'est dans le bras gauche, de quelque chose de masculin. Identifier cela est quelque chose d'important. Parce que si je suis contraint par une autorité, ça se traduira dans mon bras gauche. Donc il ne faudra pas que je me trompe. Ce sera du masculin et c'est une question d'autorité sur laquelle j'ai des choses à résoudre. Michel Odoul, 30 ans de votre best-seller, Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Alors il y a une édition spéciale pour ceux qui ont peut-être même déjà acheté le livre il y a 30 ans. Profitez-en, elle ne sera pas retirée. Oui, mais surtout le livre d'il y a 30 ans, il fait une 60aine de pages de moins que celui d'aujourd'hui. C'est-à-dire parce que l'évolution... Tout augmente, Michel. Oui, non, mais l'évolution des sociétés a fait apparaître et émerger et exploser des pathologies qui n'existaient pas à l'époque. Or, sur lesquelles il est important, aujourd'hui, le nombre de gens qui souffrent d'apnée du sommeil, qui souffrent de maladies auto-immunes, vous évoquiez tout à l'heure l'endométriose, le canal carpien, les névralgies cervico-brachiales, la fibromyalgie, tout ça sont des choses qui sont le résultat de nos modes de vie. Voilà. Et qui aujourd'hui, on trouve un écho dans le monde médical aussi, parce qu'elles ont longtemps aussi été ignorées. Bien sûr. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Bon anniversaire, Michel. Merci, Philippe. Merci d'avoir été avec nous et passez une très belle journée. Santé sur Beurre FM.